Elle est où la personne de... Bien, chers consoeurs, chers confrères, d'ici et d'ailleurs, puisque sont présents à ce 10e anniversaire d'Officine Expo, nos confrères d'Europe, du Maghreb et d'Afrique occidentale. C'est au nom des ICOM que je vous remercie d'être venus nombreux encore une fois à ce salon de référence de la pharmacie subméditerranéenne qui, en marge de l'exposition des nombreux partenaires de la pharmacie, œuvre pour la formation continue en vous présentant un programme riche et varié en conférences, ateliers et stages. Le thème retenu pour cette table ronde est un sujet de toute société en pleine mutation, les addictions au Maroc. L'addictologie est une matière que nous n'avons pas étudiée au cours de notre cursus universitaire et il a semblé judicieux au comité scientifique d'Officine Expo de mettre ce thème au programme de cette édition afin d'acquérir des connaissances dans ce domaine, et ce, grâce à la contribution d'un éminent expert en la matière en France, professeur Jean Constantin, et à la contribution de Dr Soundous Teki, médecin, psychiatre, membre actif dans ce domaine au Maroc. Le phénomène d'utilisation des drogues au Maroc n'est pas un phénomène nouveau, sous différents aspects, avec très souvent le passage de l'usage simple des drogues à un usage nocif ou abusif, entraînant la dépendance et l'addiction. Cette pathologie résulte d'un comportement de consommation de substances psychoactives qui, à la longue, provoque une souffrance psychologique et des troubles physiologiques chez les personnes dépendantes. Les addictions ne concernent malheureusement pas uniquement une dépendance aux drogues, car on peut être addict aux jeux, par exemple, des jeux virtuels chez les jeunes, chez lesquels on observe souvent un repli sur soi et même des échecs scolaires, jusqu'aux jeux du hasard chez les plus âgés, chez lesquels on constate un isolement avec une désocialisation. L'addiction peut concerner également l'addiction au sucre, les boissons sucrées chez les jeunes en particulier. L'addiction peut également être constatée aux drogues licites, telles que le tabac, l'alcool, les médicaments. On constate également, malheureusement, des addictions aux drogues illicites, telles que les drogues douces, le cannabis, par exemple, qui est fumé pour ses propriétés relaxantes et euphorisantes. Cette drogue, qui est moins addictive que le tabac et moins toxique que l'alcool, est en cours de dépénalisation dans certains pays et même des fois prescrite. Elle n'est pourtant pas si douce que cela, et professeur Jean Constantin va nous le démontrer dans son intervention. Le fumeur de cannabis part dans un voyage dont il ne revient jamais, puisque 10 à 20 ans plus tard, des troubles mentaux apparaissent. Il y a également, malheureusement, des addictions aux drogues dures, telles que l'héroïne, la cocaïne, la morphine et d'autres substances liées à l'occidentalisation des habitudes de consommation. Malheureusement, les addictions aux drogues sont les plus longues à lever et les plus difficiles. Et depuis l'an 2000, de nombreux centres d'addictologie ont été créés au Maroc, impliquant différents acteurs de santé, les psychiatres, les addictologues, les psychologues, les infirmiers, les rééducateurs en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle. Mais malheureusement, on ne voit pas de pharmaciens dans ces centres d'addiction. Le pharmacien d'officine, de par sa proximité avec la population, de par son rôle d'éducateur de la santé, ne peut que s'inscrire dans cette dynamique de lutte contre ce fléau. Il doit s'impliquer dans la prévention de ces addictions et avec la sensibilisation de la population aux dangers de l'utilisation des drogues qui provoquent momentanément du plaisir, certes, mais qui finissent par la transmission des maladies virales et infectieuses telles que les MST, les hépatites, le sida. Ce pharmacien-là
se doit d'être à l'écoute de ses interlocuteurs confrontés à ce fléau et contribuer à la prise en charge de cette patientèle quelque peu particulière. La prise en charge doit être axée sur le comportemental, car ces patients cherchent à dialoguer, à avoir des conseils pour eux-mêmes ou pour leurs proches qui sont concernés par ce problème d'addiction, d'où une orientation du patient vers des unités ou des cliniques spécialisées dans les soins aux dépendances pour lever l'addiction. La prise en charge doit être également axée sur le suivi thérapeutique, avec conseil pour l'utilisation des médicaments prescrits qui atténuent les symptômes du manque, ainsi que pour l'utilisation des médicaments prescrits pour les maladies concomitantes, aussi variées que ravageuses, médicaments qui sont prescrits pour l'anxiété, la dépression, les cancers, les hépatites, encore une fois, et le sida. Il a donc semblé opportun de faire appel au professeur Costantin pour animer cette table ronde, et au nom des ICOM, je le remercie vivement d'avoir répondu sans hésiter à notre invitation pour nous faire partager son point de vue sur le problème des addictions ainsi que ses recommandations. Professeur Jean Costantin est diplômé en médecine. Il est diplômé en pharmacie. Mais avant de s'inscrire en médecine, professeur Jean Costantin m'a confié hier qu'il n'avait pas le droit de s'inscrire en médecine avant d'avoir eu le diplôme de pharmacien. Donc il est diplômé en pharmacie, diplômé en médecine, docteur ès sciences, professeur de pharmacologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen, directeur pendant plus de 20 ans de l'unité de neuropsychopharmacologie du CNRS, directeur pendant plus de 10 ans de l'unité de neurobiologie clinique du CHU de Rouen, membre titulaire des académies nationales de médecine et de pharmacie, président du Centre national de prévention d'études et de recherche sur les toxicomanies, CNPERT. Alors, en marge de cette très riche activité scientifique et académique, professeur Jean Costantin est un membre actif de la société civile qu'il rallie à sa cause par différentes actions et analyses pertinentes dont je ne citerai que sa lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale français, son courrier à certains députés pour son opposition à l'expérimentation des salles d'injection de la drogue, et son dernier ouvrage de 2012 intitulé « Pourquoi il ne faut pas dépénaliser le cannabis ». Donc sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci Madame Benayaya de cette présentation tout à fait aimable qui a mis très haut la barre et je crains, après tout cela, de ne pouvoir que vous décevoir sur l'exposé que je vais vous faire. J'ai quand même inscrit en faux par rapport à cette assertion de drogue douce et je vais m'efforcer dans le temps dont je dispose de dire que le cannabis n'est pas une drogue douce du tout. Vous avez reconnu là des pétards, vous avez reconnu là des joints. Il en est un qui doit vous interpeller, c'est celui-là. Comment fumer le pétard par les deux bouts, si je puis dire. L'allumer de chaque côté et tirer au milieu. Qui a pu avoir cette idée saugrenue que de concevoir un tel pétard? Eh bien, vous allez comprendre qu'en fait, lorsque l'on tire sur une cigarette, au mieux on inhale quelques 30-40 millilitres de fumée et puis on s'arrête spontanément parce que la fumée échauffe la cavité buccale. Comme disent les mômes, j'arrête de tirer, ça me crame la gueule. Eh bien, comment imaginer un système permettant d'en inhaler bien plus d'un seul coup? Et ce système, vous le connaissez très bien, c'est la pipe à eau, la chicha, le bang, le bong, le chilum. Alors, quel est le principe de la pipe à eau? Eh bien, les fumées qui vont barboter dans l'eau fraîche vont pouvoir être refroidies et dès lors, la limite des 40 millilitres que nous évoquions n'a plus cours. Et que font nos mômes? Car ce sont surtout les mômes qui recourent à ce mode de consommation parce qu'ils ne sont pas encore très habiles à rouler les joints, à rouler les pétards. Alors, ils vont donc mettre une bonne charge de résine,
de shit, de hashish, mêlé à du tabac. Et là, en faisant une savante synchronisation, ils vident à fond leurs poumons, et en même temps qu'ils allument, ils tirent à fond sur l'accordéon. Et ce ne sont plus alors 40 millilitres de fumée qu'ils inhalent, mais le volume de réserve expiratoire, 2 litres, le volume courant, le tidal volume, 0,5 litre, et le volume de réserve expiratoire, 1,5 litre. Ce qui fait au total 4 litres. 4000 millilitres en lieu et place des 40 millilitres de tout à l'heure. C'est donc 100 fois plus de fumée qui vont ainsi pénétrer dans leur espace ventilatoire. À ce moment-là, le tétrahydrocannabinol, le principe actif donc du cannabis, va pouvoir diffuser au travers de la membrane alvéolo-capillaire. Ils se mettent en apnée inspiratoire, avec donc une membrane alvéolo-capillaire très distendue, très fine, qui laisse donc un passage facile au tétrahydrocannabinol. Et celui-ci donc arrive directement dans le torrent circulatoire. Oui, mais on a besoin d'être rassuré. On dit oui, mais ça n'est pas parce que c'est dans le sang que ça se retrouve dans le cerveau. Quand même, il faut savoir que, alors que le cerveau ne représente qu'un 40e du poids du corps, eh bien en fait, il ne devrait recevoir qu'un 40e du débit ventriculaire à chaque systole. Faux de chez tout faux. En effet, le cerveau est le grand privilégié, le gâté, le gâtounet du système. Et au lieu de recevoir seulement un 40e du débit cardiaque, c'est un quart de celui-ci qu'il reçoit à chaque systole. Oui, mais on a envie de se rassurer et on dit, mais attendez, quand même, entre le rez-de-chaussée, la périphérie et le premier étage, il y a une frontière qui est interposée, cette fameuse barrière hémato-encéphalique. Elle n'existe pas pour le tétrahydrocannabinol. Celui-ci, grâce à une solubilité exceptionnelle dans les graisses, une extraordinaire lipophilie, franchit librement la barrière hémato-encéphalique comme la fumée passerait au travers d'un grillage. Et voilà pourquoi un véritable tsunami de tétrahydrocannabinol va accéder au cerveau. Ajoutez à cela que les produits qui sont en circulation ont depuis une trentaine d'années vu croître d'un facteur 5 à 10 la concentration de THC. Oui, par le jeu de sélection génétique, eh bien on est arrivé à sélectionner, des ingénieurs agronomes sont arrivés à mettre au point, par sélection génétique, des variétés à très haute teneur en THC. Misty, Ice Blue, Nedervik, Skunk, Super Skunk. Et donc les produits qui ont cours n'ont plus rien à voir avec ceux que vous avez pu connaître et essayer il y a une trentaine d'années. On ne joue plus du tout dans la même cour. C'est à peu près la différence qui existe entre une canette de bière à 5 degrés alcoolique et un flasque de whisky, 250 millilitres, d'un alcool à 40 degrés. C'est la cour des grands. C'est-à-dire que ça n'est plus la désinhibition, l'empathie, le rire bête, c'est le délire, ce sont les hallucinations. Autre génie de ce tétrahydrocannabinol, c'est d'agir à des doses que je qualifierais de fifrelinesques. Je m'explique. Pour éprouver les effets ébrillants de l'alcool, il faut quand même installer des alcoolémies de l'ordre du gramme par litre. Même si, pour la conduite automobile en France, c'est répréhensible pour et au-delà de 0,50 g. Pour éprouver les effets stupéfiants de l'héroïne, de la morphine, il faut installer des concentrations de l'ordre du milligramme par litre. Eh bien, s'agissant du tétrahydrocannabinol, ce sont des concentrations 1000 fois moindres encore, de l'ordre du microgramme par litre, ou si vous le préférez, du nanogramme par millilitre, qui sont suffisantes pour développer les effets stupéfiants. Donc, 1 millionième de fois moindre concentration avec le tétrahydrocannabinol qu'avec l'alcool. Eh bien, ceci m'amène à évoquer une autre singularité de ce tétrahydrocannabinol,
c'est sa lipophilie, sa solubilité exceptionnelle dans les graisses. Et pour vous en convaincre, nous allons faire une expérience de type lycée ou collège, pour vous présenter ce que l'on appelle le coefficient de partage. Je prends une bouteille et je la remplis pour moitié d'eau, pour moitié d'huile. L'eau plus dense est en bas, l'huile en haut. Et je mets une petite particule de substance dont je voudrais savoir comment elle va se distribuer entre le cerveau et le sang. Je secoue les deux phases, elles se mélangent, elles forment une horrible mayonnaise, puis les phases se décantent et je regarde comment est colorée donc chacune des phases. Eh bien, celle du haut a ici concentré la majeure partie du produit parce que la substance est plus soluble dans les huiles, dans les lipides que dans l'eau. Quand je dis lipides, pensez cerveau. Vous vous souvenez de la lointaine époque où on pouvait manger des cervelles, cervelles meunières, cervelles de veau, cervelles de bœuf. Professeur Janas s'en souvient, c'est notre génération, n'est-ce pas? Eh bien, c'était bon, c'était gras. C'était donc, en fait, quand je pense huile, je pense cerveau. Le cerveau dont je dis parfois trivialement notre mode de beurre, par référence à sa richesse donc en lipides. Quant à l'eau, de mon expérience, eh bien c'est le plasma. Très peu beaucoup d'eau, très peu de graisse. Eh bien donc vous voyez qu'une substance comme l'héroïne, par exemple, dans mon expérience, va se concentrer en étant 100 fois plus important, en abondance 100 fois plus grande, dans l'huile que dans l'eau, dans le cerveau que dans le plasma. Avec la cocaïne, 1000 fois plus de cocaïne dans l'huile que dans l'eau. Quid maintenant du tétrahydrocannabinol? Pour n'être pas taxé d'exagération, j'ai vu même les chiffres plus bas qu'ils ne sont. Mais à l'équilibre, on se retrouve avec 10 millions de fois plus de tétrahydrocannabinol dans l'huile que dans l'eau. Cela signifie que lorsque le sang amène au cerveau le tétrahydrocannabinol, eh bien celui-ci va accéder librement. Nous avons vu que la barrière hémato-encéphalique n'existait pas. Mais ensuite, cette vague, ce tsunami, va se comporter à peu près comme la vague sur une plage de sable sec. Le flux l'apporta, mais le reflux ne la remportera pas. Cette eau sera bue par le sable. Et donc, chaque apport nouveau de tétrahydrocannabinol va conduire à incrémenter, à accroître ce qui va rester dans le cerveau. De là, premier élément de conclusion, un joint, c'est une semaine dans la tête. Entre les effets aigus, qui eux vont durer pendant 3, 4, 6, 8 heures, selon la charge en résine, selon la charge de cette résine en principe actif, les effets aigus, c'est-à-dire l'ivresse, les effets délirants, les effets hallucinatoires vont durer pendant un certain temps. Mais derrière ces effets qui sont les plus nets et les plus manifestes, il y a d'autres effets qui vont perdurer bien plus longtemps. Et quand je dis qu'un joint, c'est une semaine dans la tête, plein de joints, eh bien, assurent une imprégnation, non seulement pour des semaines, mais pour des mois. À l'appui de cette assertion, une étude nous vient d'Australie. Oui, dans les prisons australiennes, la drogue ne circule pas. Dans nos prisons françaises, c'est un trafic éhonté. Dans les prisons françaises, la drogue ne circule pas. Parce qu'il y a des fouilles soigneuses au parloir, ces fouilles concernant également les matons, ceux qui sont les surveillants. Et bien donc, tirant parti de cette situation, une pharmacocinéticienne, Madame Smith-Kieland, a eu accès ainsi à des sujets qui étaient des consommateurs réguliers de cannabis et qui du jour au lendemain, du fait de cette incarcération, étaient privés de cette drogue. Et tous les jours, elle leur demandait de pisser dans un petit pot pour rechercher les cannabinoïdes. Et de constater que plus de 8 semaines après l'arrêt de toute consommation, les consommateurs réguliers de cannabis continuent d'éliminer dans leurs urines et partant dans les égouts de la ville les produits issus de ce stockage de tétrahydrocannabinol
dans le cerveau et d'autres masses lipidiques dont certains d'entre nous ont la taille encombrée, et donc qui, éliminant cela, font passer cela par le foie, foie qui transforme ce tétrahydrocannabinol en des espèces plus hydrophiles, plus solubles dans l'eau, qui vont pouvoir être filtrées par le rein et enfin être éliminées par les urines. Relevé partiel de conclusion, chez le consommateur régulier de cannabis, celui-ci s'attarde dans le système, s'attarde dans l'organisme pour des périodes de plusieurs semaines et même de plusieurs mois. Alors me direz-vous, est-ce à dire que des effets perdurent pendant cette période? Oui, les effets aigus sont des effets qui sont en relation avec l'occupation de la totalité des récepteurs. Oui, mais en pharmacologie, vous avez appris, ou je vous rappelle, qu'il existe des situations, des structures dans lesquelles existent ce que l'on appelle des récepteurs de réserve. C'est la situation dans laquelle l'effet maximum est atteint quand seule une fraction des récepteurs sont occupés. Eh bien, par exemple, dans l'hippocampe, qui est une structure qui, vous le savez, joue un rôle majeur, critique, déterminant dans les processus de mémoire, et en particulier de la mémoire à court terme, il suffit d'occuper 1 pour 1000 de l'ensemble des récepteurs cannabinoïdes du type CB1 pour réduire de 50% la libération d'acétylcholine. Et dès lors, pour n'occuper qu'un pour 1000 de ces récepteurs, il suffit de très faibles concentrations. Et voilà pourquoi, pendant tout le temps que dure la désorption, eh bien, un certain nombre de récepteurs sont occupés à un niveau suffisant pour entretenir la permanence d'un effet. Et c'est ce qui vous explique que le fumeur de cannabis vient parfois vous dire « j'ai une petite consultation cannabis à Rouen qui ne concerne que les enfants de médecins ». Alors vous allez me dire « on te corporatise ». Non, mais comme j'ai peu de temps à y consacrer, eh bien j'en reçois très peu. Eh bien, ce sont des parents, médecins, qui ont épuisé leur pédagogie auprès de leurs mômes et qui ne sont pas arrivés à les convaincre. Et là, on l'envoie au professeur en espérant qu'il va en remettre une couche de plus. Je ne dis pas que je fais les miracles, mais quelques-uns ont la bonté de me dire que quand même, depuis que le môme m'a rencontré, ça va moins mal et même ça va mieux. Quoi qu'il en soit, je vois ces mômes qui parfois me disent, et ça me rappelle une expression qu'utilisait ce matin le professeur Jana, je suis maître de moi comme de l'univers, vous savez, comme Auguste d'Ancinna. Ces mômes disant, mais moi je fume un joint tous les 2 jours, tous les 3 jours, je maîtrise ma consommation. Moi, je dis, pépère, tu ne maîtrises rien du tout. Tu te compares au fumeur de tabac, celui qui consomme de la nicotine qui s'élimine très vite. Et parce que son réservoir se vide très vite, il a besoin de repasser souvent à la pompe. Mais toi, tu as un réservoir de cannabis, de tétrahydrocannabinol qui est absolument énorme, et voilà pourquoi tu ne maîtrises rien en devant te représenter à la pompe tous les 2 ou 3 jours, parce que tu as un réservoir énorme et que tu mets beaucoup de temps à le vider. Ça les interpelle et je pense que c'est un argument que vous devez savoir utiliser, car il y a là un espèce de déni de l'addiction sous prétexte que la fréquence à laquelle on y revient est à distance. En fait, dans un premier temps, ça fonctionne comme cela. Mais autre génie particulier du tétrahydrocannabinol, c'est d'instaurer une tolérance. À force d'aller frapper répétitivement au niveau de ces mêmes récepteurs que sont les récepteurs CB1, ceux-ci vont connaître un processus de désensibilisation, de down-regulation, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire que ces cellules qui ne supportent plus ces stimulations intenses et réitérées diminuent la densité des récepteurs et dès lors la réponse, la responsiveness à l'action de son ligand qui est le tétrahydrocannabinol. Et c'est là qu'après avoir été des usagers tous les 3, tous les 2 jours, puis tous les jours, on les voit bientôt devoir recourir à plusieurs joints par jour, et j'en ai vu un qui fumait plus de 30 joints par jour d'un produit fortement dosé. Nous avons vu donc le tétrahydrocannabinol arriver dans le cerveau. Nous avons dit qu'il stimulait des récepteurs qui sont des récepteurs CB1. Où sont ces récepteurs et à quoi servent-ils? Eh bien,
Ces récepteurs font partie de la superfamille des récepteurs à cette hélice transmembranaire couplée aux protéines G, les fameuses RCPG, dont nous disposons de 1000 types différents dans notre cerveau. Pour la sérotonine, il y en a 14 types. Pour la noradrénaline, il y en a 6 types, etc. Pour l'acétylcholine, les muscariniques, 5 types, les nicotiniques, bien davantage. Eh bien, de tous ces types de récepteurs, les récepteurs CB1 pour le tétrahydrocannabinol sont les plus nombreux d'entre tous. Et on les trouve dans toutes les structures cérébrales. On dit à ce titre qu'ils sont ubiquistes. Il y en a partout. Et ils desservent de ce fait une multitude de fonctions. Prenons par exemple leur présence au niveau du striatum. Ils interviennent dans l'harmonisation du mouvement. On les trouve en abondance dans le cervelet, où ils jouent un rôle important dans l'équilibre, dans la coordination des mouvements. Demandez à un sujet qui vient de consommer du cannabis de se livrer à cet exercice que je ne suis pas sûr de réussir, de mettre son talon sur son genou, puis d'appuyer le coude et de rester dans cette position quelques instants. C'était bref pour moi, j'en conviens. Eh bien, il sera d'abord incapable de comprendre ce que vous lui demandez, et s'il le comprend, eh bien, il sera incapable de tenir la pause. Vous voyez, on y arrive quand même avec un peu d'entraînement. Je vous disais donc, eh bien, lorsque les récepteurs CB1 du cervelet vont être occupés par le tétrahydrocannabinol, mission impossible, 1, déjà de comprendre l'ordre qui est donné, et 2, de l'exécuter correctement. Au niveau de l'hippocampe, nous en parlions tout à l'heure, siège de la mémoire à court terme, siège de la mémoire opérationnelle, la working memory, cette mémoire qui me permet de terminer ma phrase dans la logique de son début, cette mémoire qui me permet d'exprimer une phrase dans la continuité de la précédente. Eh bien, celui qui s'inflige l'usage du cannabis devient incapable de pouvoir tirer un juste parti de l'enseignement qui lui est dispensé. Et Mme Benyaïa rappelait tout à l'heure cette lettre ouverte que j'avais écrite à notre ministre de l'Éducation nationale, M. Payon, qui veut refonder l'école, et j'applaudis à tout rompre à cette bonne idée, mais qui s'interrogeait sur l'intérêt de pouvoir avoir un regard plus ouvert sur le cannabis. Si l'on veut simultanément augmenter les performances de nos élèves, et il n'est de richesse que d'hommes bien formés, pas de shootés, pas de camés, pas de paumés, pouvant tirer un plein parti de l'enseignement qu'on lui dispense, eh bien c'est en l'absence, bien évidemment, d'une drogue qui vient occuper les récepteurs CB1 au niveau de l'hippocampe et qui trouble, je vous le disais, quand seulement 1 pour 1000 de ces récepteurs sont occupés, qui diminue de 50% la transmission cholinergique qui est au cœur même du processus cognitif. Et puis au niveau de l'amygdale, intervention dans l'anxiété, dans l'émotion, dans la peur. Oui, effectivement, en aigu, le tétrahydrocannabinol développe des effets anxiolytiques. Et c'est là le piège. Tel sujet anxieux, soit constitutivement, soit par le jeu des médias qui s'appliquent en permanence à nous effrayer par tous les drames qui se développent simultanément sur la planète, tel sujet peut avoir sa vie gâchée, pourrie même, par l'anxiété. Et qu'il vienne à fumer un joint, d'un seul coup, l'effet planète, eh bien, il va mieux. Il a trouvé son anxiolytique. Il y vient, il y revient, il en use, il en abuse, jusqu'à ce que les récepteurs CB1, en ayant assez d'être soumis à cette stimulation intense et permanente, se mettent alors aux abonnés absents. Et alors, l'anxiété primitive réapparaît bien plus intensément qu'elle n'était primitivement. C'est d'ailleurs souvent à ce stade qu'ils viennent consulter. Et mon successeur aura peut-être l'occasion de l'évoquer. Et si l'on ne leur fait pas reconnaître, avouer la relation qui peut exister entre leur anxiété et la consommation de cannabis, bêtement, on va sauter à pieds joints sur la prescription d'une benzodiazépine, ajoutant à l'addiction au cannabis l'addiction aux benzodiazépines.
cela relève d'un autre type d'anxiolytique, soit d'un antihistaminique H1 type hydroxyzine ou atarax, ou encore la buspirone, le buspar, dont ni l'un ni l'autre ne sont connus pour développer des faits addictifs. De combien de temps je dispose encore, madame? C'est fini peut-être? Pardon? 14 minutes. 14 minutes. J'ai pas entendu. 14 minutes. 14 minutes. Eh bien donc, le tétrahydrocannabinol vient mimer l'action de substances endogènes que fabrique notre propre cerveau, ces substances que l'on a réunies sous le vocable d'endocannabinoïdes. Eh bien, ces endocannabinoïdes sont essentiellement des dérivés de l'acide arachidonique, en abondance dans l'huile d'arachide, l'huile de peanuts, l'huile de cacahuète. Eh bien, l'amide, l'éthanolamide de l'acide arachidonique, c'est l'anandamide, du sanskrit ananda, qui veut dire félicité. Mais à côté de cet anandamide, diverses autres substances ont été reconnues, autres dérivés de l'acide arachidonique, pour développer de façon endogène une action de stimulation sur les récepteurs CB1. Eh bien, j'ai représenté ici une synapse. Par exemple, la neurone acétylcholine dans l'hippocampe, et là le versant post-synaptique. Pendant longtemps, on a cru qu'en fait, la transmission neuronale était un monologue. Le neurone libère un médiateur qui va stimuler un récepteur. Eh bien, ça n'est pas un monologue, c'est un dialogue. De même que, alors que je suis le seul à parler, vous me renvoyez des signaux. Vous m'informez sur la façon dont mon discours est perçu. Ou bien vous vous endormez et alors je vais me mettre à avoir une voix plus intense. Ou bien vous prenez des notes quand il s'agit d'un cours et je vois que vous n'arrivez plus à suivre. Je vais donc devoir ralentir. Ou bien vous avez une crispation parce que ma voix est trop forte. Bref, il y a en fait un dialogue. Eh bien, les endocannabinoïdes participent avec beaucoup de subtilité à ce dialogue synaptique. Et lorsque la transmission est trop intense, eh bien ces endocannabinoïdes sont libérés et vont informer la terminaison neuronale d'adapter donc l'intensité de sa fonction en fonction de la réception qui est faite des messages. Nous sommes donc là au cœur d'un système extraordinairement subtil de régulation de la communication. Eh bien, le tétrahydrocannabinol arrive là-dedans, partout à la fois, intensément, durablement, et il vient en fait non pas mimer, mais caricaturer la fonction subtile des endocannabinoïdes. Il est comparable à cet égard à ce que serait l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Eh bien parce qu'il y a des récepteurs partout, parce que ces récepteurs agissent sur des transmissions multiples, il n'est pas surprenant que le tétrahydrocannabinol puisse développer une multitude de fonctions. Il est euphorisant et c'est pourquoi il est volontiers utilisé. Il est ébriant, créant une ivresse qui, à plein d'égards, ressemble à l'ivresse alcoolique. Il est générateur de délire. Délirer, étymologiquement, c'est sortir du sillon de la pensée normale pour vivre alors une expérience qui est totalement coupée de la réalité. Les hallucinations, selon la définition d'Henriet, ce sont des perceptions sans objet. Mais qui donc est en train de me caresser le dos? Quelle est cette odeur de soufre qui envahit la pièce? Quelle est cette boule de feu qui fond sur moi? Mais ces manifestations, délire et hallucinations sont consubstantielles de la psychose. Et dès lors, celui qui éprouve cela se met dans la situation de celui qui, schizophrène, malgré lui, eh bien, va éprouver ces troubles. Et de là à s'étonner
que l'usage réitéré chez l'adolescent de ce cannabis puisse rayer le disque de la pensée normale pour l'engager malgré lui dans un état de pensée qui confine au délire et aux hallucinations, on ne doit absolument pas être dans l'étonnement. Oui, il y a des effets qui peuvent être appréciés, effets sédatifs, effets anticonvulsivants. Oui, c'est vrai que si un épileptique vient me dire « j'ai des crises et je fume du cannabis et qu'il y a une relation de l'un à l'autre », je lui dirai non et je vous conseille néanmoins d'arrêter votre cannabis. Mais il faudra revoir à la hausse votre traitement antiépileptique parce que si vous arrêtez votre cannabis, c'est bien, vous risquez d'augmenter la fréquence de vos crises épileptiques. Anxiolytiques, nous l'avons dit, en aigu, mais en chronique, cela va donner lieu à une anxiété. Des troubles qui pourraient faire croire en aigu, en fait, à des troubles antidépresseurs, mais qui, au long cours, conduisent en fait à des troubles dépressifs graves. Avec Marie Choquet, qui est une épidémiologiste à l'INSERM, nous avons écrit un livre qui s'appelle « Le cannabis, ses risques à l'adolescence ». Marie Choquet a eu accès à ces questionnaires que remplissent nos jeunes Français lorsqu'ils sont appelés pour les journées d'appel à la défense à l'âge de 18 ans. Et là, on leur fait remplir des fiches, ce qui permet, année sur année, de suivre ainsi l'évolution de notre jeunesse. Fumez-vous, oui, non, du tabac, oui, non, du cannabis, oui, non, du cannabis, oui, une fois par mois, par semaine, par jour, plusieurs fois par jour. Avez-vous déjà eu des idées suicidaires? Avez-vous déjà effectué des tentatives de suicide? Et de montrer une corrélation très hautement significative entre la consommation de cannabis, les tentations, les tentatives suicidaires. Oui, on avait vu croître la suicidalité de nos jeunes en même temps que leur consommation de cannabis. On sait maintenant que ces courbes parallèles sont corrélées par un lien donc de causalité. Des effets perturbateurs mnésiques et d'incoordination motrice, on l'a vu. Effets analgésiques, oui, à un niveau significatif, mais quelque part entre le paracétamol et l'aspirine. Des effets orexigènes, ouvrant l'appétit, c'est à peu près du même niveau que les antihistaminiques H1 qui franchissent la barrière hémato-encéphalique, fait perdre la notion du temps, diminue la pression de l'humeur aiguë. Oui, j'ai vu des mômes venir me dire « C'est vrai, docteur, c'est bon pour le glaucome ». Ta gueule, les pépères, que ta mamie me pose cette question, je veux bien. Mais toi, à ton âge, on n'a vraiment rien à cirer. C'est en 3e année de médecine, moi, que j'ai appris ce qu'étaient les glaucomes. Mais vous voyez, la manip, c'est bon pour tous, c'est bon pour tous, donc c'est bon pour moi. Et actuellement, on voit se mener une action très forte, en France en particulier, où on essaie de déguiser le cannabis en médicament selon la stratégie du cheval de Troie. Si ça devient un médicament, ça n'est plus une drogue. Les effets chroniques, car c'est cela qui nous importe. Dépendance psychique. Si dans notre pays, il faut savoir que sur les 27 États membres de l'Union européenne, les Français sont les plus gros consommateurs de cannabis, avec 1 700 000 usagers réguliers. Une drogue illicite qui arrive comme cela à capter, à prendre dans ses filets 1 700 000 consommateurs. C'est pourquoi, quand tout à l'heure, Mme Ben Yahya disait « moins addictif que le tabac », c'est vrai que nous avons 15 millions de fumeurs de tabac dans notre pays, ce qui fait 73 000 morts chaque année, mais qu'une drogue illicite, dont la consommation soit répréhensible, dont la détention puisse même vous conduire aux galères, puisse capter dans ses filets 1 700 000 usagers réguliers, c'est dire le pouvoir d'accrochage très fort. Et l'on imagine volontiers que si ce produit n'était plus illicite, eh bien les consommateurs tendraient vers les 15 millions de consommateurs du tabac. Dépendance physique, oui, elle existe, elle est certaine, mais elle est masquée par la très longue persistance, par la très longue rémanence dans l'organisme de cette drogue. Syndrome amotivationnel, perturbation du cursus éducatif, anxiété, dépression, et bien pire, troubles psychotiques. Et bien là, on a l'impression de réinventer l'eau tiède en disant cela. 1853,
un aliéniste célèbre, Jacques-Joseph Moreau, dit Moreau de Tours, a écrit un livre qui s'appelait « Du hashish et de l'aliénation mentale ». Il participait à Paris avec, dans le club des hashistas, au mouvement romantique, Hugo, Baudelaire, etc., où on se réunissait pour manger la confiture verte, le dawamesque, qui comportait des taux importants de tétrahydrocannabinol. Et il vivait, en effectuant cette consommation, ce qu'il étudiait chez ces aliénés qui présentaient donc les manifestations psychotiques. 1853, on savait grâce à Jacques-Joseph Moreau de Tours les relations étroites qui peuvent s'établir entre le cannabis et la schizophrénie. Pour faire court, une seule étude. Marie-Louise Arsenault, cette étude nous vient de Nouvelle-Zélande, qui prend une cohorte de 1000 gamins qui, entre 12 et 15 ans, ont commencé à consommer du cannabis. Elle entoure cette cohorte de 1000 consommateurs précoces de 4000 autres qui, à cet âge, n'avaient jamais consommé. Et elle donne rendez-vous à tout ce petit monde à l'âge de 18 ans. Pour constater quoi? Que chez ceux qui n'ont jamais consommé de cannabis ni d'autres drogues, 1% hélas de schizophrènes. Oui, on peut devenir schizophrène sans jamais avoir consommé la moindre drogue, et en particulier pas de cannabis. Chez ceux maintenant qui ont commencé leur consommation entre 15 et 18 ans, 2,5% de schizophrènes. Le risque a donc été multiplié par 2,5. Et enfin, chez ces 1000 gamins qui ont commencé leur consommation entre 12 et 15 ans, 10%. 10% de schizophrènes. Sur ces 1100 gamins sont cassés, foutus par le jeu de cette pathologie mentale majeure, épouvantable, qui est la schizophrénie. Nous tous ici, qui savons cela maintenant, nous ne pouvons pas rentrer chez nous et nous comporter comme nous pouvions le faire préalablement. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos petits voisins, pour nos petits cousins, que sais-je, nous avons impératif catégorique des adultes que nous sommes, le devoir de les mettre à l'abri contre cette drogue psychotogène, car c'est la rivière sans retour. Bien sûr, il y a une théorie qui consiste à imaginer que 15% d'entre nous, ici, hébergeons cette vulnérabilité à la schizophrénie. Au hasard des bleus à l'âme, des hasards du voyage, sur ces 15, un d'entre nous deviendra schizophrène. Mais si l'on vient secouer le cocotier de cette vulnérabilité par ces drogues, par cette drogue, alors nous allons aller vers les 15%. Dans la série de Marie-Louise Arsenault, ils sont arrêtés à 10%. Plus tôt l'essayer, c'est plus vite l'adopter et c'est plus intensément se détériorer. Il me reste le temps de conclure. Merci, Madame Bénière. J'ajouterai que le cannabis est en fait un agent qui intervient dans ce que l'on pourra appeler l'escalade. Le fait c'est une expérience qui a été pratiquée dans mon unité CNRS, mais reproduite dans 10 autres laboratoires à travers le monde. Vous prenez des rats et leur offrez la latitude de choisir entre un biberon d'eau et un biberon d'alcool. Après avoir essayé de ces deux boissons, 95% des rats vont vers l'eau et négligent l'alcool. Il y en a 5% qui vont vers l'alcool. On va les sortir de l'expérience là et on ne va continuer qu'avec les rats tempérants. Et on en fait deux groupes. À l'un d'eux, l'on va administrer du cannabis tous les jours et à l'autre pas. Le lot qui reçoit du cannabis tous les jours va prendre le chemin de l'alcool. De la même façon, il est montré que les animaux qui consomment du cannabis ont une propension accrue à consommer donc de l'héroïne. Un bon ami, Marc Parmentier, qui dirige à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, un des plus beaux laboratoires européens de neurosciences, a fabriqué des souris qui sont knock-out, chez qui a été invalidé le gène codant les récepteurs CB1.
Des souris, donc, qui sont totalement insensibles aux effets du tétrahydrocannabinol. Offrez-leur à ces souris la latitude, en appuyant sur une pédale, de s'auto-injecter de l'héroïne. Elles ne le font pas. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir les récepteurs sur lesquels agit le tétrahydrocannabinol empêche de percevoir les effets appétitifs, les effets de récompense de l'héroïne. Elles ne veulent pas d'héroïne, qu'à cela ne tienne, on va leur en injecter tout de même. Ces souris, on va leur donner 2 fois par jour de l'héroïne. Et au bout de 15 jours, stop, on arrête. Eh bien, chez les souris témoins, ce qu'on appelle le wild type, eh bien, 15 jours d'héroïne avec un arrêt brusque déclenche un syndrome d'abstinence qui est cogné. Ce sont des mouvements d'ébrouement de chiens mouillés, les wet dog shakes. Ce sont des mouvements compulsifs de saut vers le haut, c'est le upward jumping. C'est une hyperesthésie, vous les touchez à peine qu'elles crient, comme si vous leur faisiez subir les derniers outrages. Bref, un syndrome d'abstinence cogné chez les souris qui n'ont pas les récepteurs pour les cannabinoïdes. L'abstinence est absolument imperceptible. Donc, relevé de conclusion, le fait de ne pas avoir ces récepteurs sur le cannabinoïde ou de ne pas les stimuler par le tétrahydrocannabinol empêche de percevoir les effets appétitifs des morphiniques et empêche néanmoins, même si on les consomme, de devenir dépendant à ceux-ci. Je vais conclure en disant, oui, vraiment, croyez-moi, le chichon, c'est pas bon. Constantin, vous pouvez passer les 2 slides où vous avez l'éléphant là et Les 2 slides. il y a un éléphant là où il dit j'ai pas vu l'éléphant venir. C'est juste pour des stimuler. Voilà, Ah. celle-là et l'autre. C'est laquelle l'autre? Non, l'autre. Il y a peut-être une autre sur les... Ah, on va terminer par une scandaleuse publicité. Celle-là. Celle-là et l'autre. Allez-y. Hein? Oui, celle-ci et l'autre. Et alors vous voulez Ce slide, que je fasse quoi? ça va. Juste que vous nous la présentiez, celle-là. Que vous nous commentiez celle-là et vos livres. Ah, on me demande de commenter celle-là. J'ai raté l'éléphant de 18h40. Toxique, le cannabis, sûrement pas. J'ai réussi à traverser la rivière en évitant les crocodiles. Ce sont les effets, effectivement, psychotomimétiques, hallucinatoires du cannabis en aigu, oui. Oui, là, voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui, on va prendre. Bien. Bien, je remercie professeur Jean Constantin pour ce brillant exposé qui nous a fait percevoir un peu les effets du cannabis sur le système nerveux, en particulier chez les jeunes qui, s'ils ont commencé très tôt cette consommation, on voit que dans le temps, les effets ne se résorbent pas et qu'il y a un effet cumulatif et qui pose des problèmes d'addiction. Problèmes d'addiction que Dr Sundos Dere, qui est médecin diplômé en psychiatrie, diplômé en addictologie et titulaire du diplôme de thérapie cognitivo-comportementale. Dr Sundos Dere va nous parler de l'addiction au Maroc, les données dont elle dispose et le travail qu'elle fait en tant que membre active dans la société, dans l'association Nessim de prévention et de lutte contre les addictions. Dr Sundos Dere exerce en tant que psychiatre au centre d'addictologie du CHU Bnorocht à Casablanca et elle occupe le poste de secrétaire générale donc, de l'association Nessim depuis 2008. Elle est confrontée dans son exercice quotidien à une population en souffrance d'addiction et donc elle va nous entretenir sur ce problème au Maroc. Merci. Merci, Dr Ben Yahia,
m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui auprès de professeur Jean Constantin. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre expérience en addiction au Maroc. Comme vous le savez, bon, je démarre d'abord par le plan de ma présentation. Je démarrerai par des généralités sur les addictions, quelques définitions de certains concepts, un état des lieux au Maroc, quelques chiffres et la collaboration entre pharmaciens et addictologues. Comme vous le savez, nous sommes un pays producteur de cannabis. Nous produisons du cannabis surtout dans la région du Nord, l'Urive, et nous importons de la cocaïne et de l'héroïne. C'est un fléau qui nous touche et qui touche notre jeunesse. Donc il est temps de travailler ensemble contre ce fléau. L'addiction, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? L'addiction, c'est une impossibilité répétée de contrôler un comportement. C'est la poursuite de ce comportement malgré que la personne soit en connaissance de cause de ses conséquences négatives. Nous décrirons deux types d'addictions. Les addictions avec substance qui sont les addictions comportementales, telles que les addictions au jeu, les addictions au sexe qu'on verra tout à l'heure. Les addictions avec substance qui comprennent toutes drogues confondues, aussi bien licites qu'illicites. L'addiction avec substance se traduit en général par un usage nocif qui se développe en général et évolue vers une dépendance à ce produit. Dernièrement, je crois qu'il y a un problème. Dernièrement, il y a un problème? Non? Il y a un problème au niveau. C'est bon. Dernièrement, on commence à parler, ces dernières années, on commence à parler de... Non, il y a un problème. Ces dernières années, on commence à parler d'addiction plus que de toxicomanie, de tabagisme et d'alcoolisme. Pourquoi ce concept? Pourquoi ce terme d'addiction? Et d'où nous vient ce terme d'addiction? Le terme d'addiction nous vient de nos ancêtres les Romains. L'addiction, le concept, c'est un concept fédérateur pour une approche commune de toutes les dépendances. Et ça inclut... Il y a un problème? Non, c'est bon, ça marche. Donc, c'est une approche. Nous avons décidé de parler d'addiction, de définir. Cette redéfinition de ces concepts permet de déstigmatiser les personnes. Auparavant, on parlait de toxicomanes, d'alcoolisme. Ils sont désinsérés socialement. Actuellement, on parle de personnes addictes et dépendantes, justement pour ne pas juger ces personnes et pour leur donner leur droit, le droit humain. C'est une approche commune. Pourquoi cette approche commune? C'est justement pour pouvoir déceler les addictions précoces, aussi bien les usages à risque et les usages nocifs. Comment devient-on dépendant? En général, le premier contact avec la substance ou un comportement se fait vers l'adolescence. Et comme on le sait, l'adolescence, c'est une phase qui est très très critique. C'est une étape d'évolution, c'est un passage de l'enfance vers l'âge adulte. Il y a des changements biologiques, hormonaux, physiques, psychologiques de l'enfant qui devient adulte, qui a envie de s'affirmer dans la famille et dans le groupe. Et donc c'est là où se fait le premier contact avec la substance. En général, ce contact se fait avec des effets bénéfiques qui sont à court terme. C'est quoi ces effets bénéfiques? Les effets bénéfiques, c'est l'effet anxiolytique, comme a dit le professeur Jean Constantin, pour le cannabis, l'effet antidépresseur pour l'alcool, qui sont des effets éphémères, et l'effet antalgique pour l'héroïne. La recherche les personnes, les adolescents en général, il y a certaines personnes qui sont à la recherche de sensations, qui sont dans une dimension de transgression, dans le besoin d'affronter délibérément certains risques, et là, ils se retrouvent en contact de certaines substances, comme de certaines drogues, licites ou illicites, que ce soit le tabac, le cannabis, l'alcool ou carrément l'héroïne et la cocaïne. Au début, le premier contact se fait avec une sensation de plaisir. Cette sensation de plaisir est mise en mémoire au niveau du cerveau.
La personne, ce qui se passe pour cette personne qui a été déjà en contact avec cette substance, recherche cette sensation de plaisir et se retrouve tout le temps en train de rechercher cette sensation de plaisir. Et pour retrouver cette sensation de plaisir qu'il ne retrouvera jamais, il se trouve obligé d'augmenter les doses de substances. Et là, ils rentrent dans un phénomène de tolérance. C'est-à-dire que leur cerveau commence à tolérer des doses très très élevées de drogue. Et ce qui les mène vers une dépendance. Pour qu'il y ait une dépendance, il faut qu'il y ait une interaction entre un produit, un individu et l'environnement. Donc c'est un écosystème des addictions, c'est l'ensemble des trois éléments qui donnent une dépendance, aussi bien l'individu, la substance que l'environnement. Les substances, ça va de la cigarette, du cannabis, l'alcool, les psychotropes. Si vous voyez là, j'ai mis en rouge les sédatifs, les hypnotiques, les anxiolytiques. C'est le point commun entre nous, addictologues, et vous, pharmaciens. Les substances volatiles, la cocaïne, les opiacés et dérivés, ça reste toujours dans les antalgiques forts, un autre point commun entre nous, et l'héroïne, l'ecstasy, le MDMA. Dans toutes ces substances se diffèrent par leur pharmacocinétique, leur demi-vie. Si on prend par exemple un anxiolytique qui a une demi-vie longue, n'aura pas le même effet qu'un autre anxiolytique qui a une durée de vie qui est élevée. L'effet aussi diffère d'une substance à l'autre, soit antalgique, soit des hallucinogènes, soit anxiolytiques. Les voies d'administration sont différentes. Actuellement, on retrouve, et surtout au Maroc, on a fait des investigations, on a retrouvé qu'il y a des usagers de drogue injectables, aussi bien au nord du Maroc, à Tanger, avec Tétouan, qu'à Casablanca et à Rabat. Donc l'administration, elle se fait soit par voie orale, soit par voie inhalée, soit par injection. L'interaction substance-individu. L'individu, nous sommes tous différents de par notre vulnérabilité génétique, de par notre environnement, notre éducation et notre tempérament. Il y a eu des études sur des sujets homozygotes et ils ont retrouvé dernièrement que plus que 50% de jeunes issus plus que 50% de jeunes issus d'une famille peuvent développer une dépendance à l'âge de l'adolescence si l'un des parents est dépendant à une drogue ou à un comportement. Je donnerai l'exemple aussi des femmes enceintes qui consomment la cigarette ou l'alcool. À l'adolescence, leur bébé aura plus que 50% de probabilité de développer une dépendance. Donc la vulnérabilité individuelle, soit elle augmente la vulnérabilité à être dépendant ou elle la diminue. La substance et l'environnement. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes un pays producteur de cannabis. Mais dernièrement, nous recevons aussi de la cocaïne et de l'héroïne. D'où nous viennent ces substances? Elles nous viennent soit, vu la proximité avec l'Europe, du Nord, d'Espagne, de la France, soit par le Sud, via les migrants. Les migrants qui traversent le Maroc justement pour aller vers l'Europe. Et là, ils ramènent la cocaïne et l'héroïne. La disponibilité, ces substances deviennent de plus en plus disponibles et le prix devient de plus en plus accessible. Il y a 10 ans, le prix du gramme de cocaïne ou d'héroïne coûtait 1000 dirhams. Actuellement, ça varie entre 400 et 500 dirhams le gramme. Ça devient abordable pour les jeunes. Les sanctions pénales, on le sait tous que ces personnes, quand ils sont, soit que ce soit les dealers de drogue ou les personnes dépendantes qu'on retrouve, qui ont été soit incarcérés à cause d'une consommation ou carrément de deal, ils sont rapidement libérés et ils ne sont pas orientés vers des centres de prise en charge. Les perceptions culturelles. Là, je citerai l'exemple du cannabis. Nous avons tous vu, quand on traversait le nord, avant qu'il y ait les autoroutes du Maroc, on traversait les villes
du Nord. Et là, on voyait dans les coins de rue de vieux monsieur qui consommaient le kiff, ce qu'on appelle sepsi. Ça, c'est dans notre culture. Actuellement, ça commence à changer. Ça change pourquoi? Vu qu'après qu'il y a eu l'installation des autoroutes au niveau du Maroc, l'héroïne et la cocaïne qui étaient limitées au nord commencent à descendre vers Casablanca et Rabat. Et donc, le mode de consommation et le type de consommation commencent à changer. Avant, c'était la consommation de la cigarette, de l'alcool et du cannabis. Actuellement, c'est la consommation de l'héroïne et de la cocaïne, des psychotropes aussi. Il y a des professions à risque d'être dépendant et de développer des dépendances. Je citerai l'exemple de quelques spécialités telles que l'anesthésie-réanimation. Certains infirmiers ou carrément des médecins anesthésistes réanimateurs peuvent développer, vu leur vulnérabilité génétique, environnementale ou carrément leur personnalité, peuvent développer certaines dépendances avec les produits qu'ils manipulent. Et là, on en a vu au centre quelques exemples. Je citerai aussi quelques pharmaciens qui sont aussi en contact permanent avec ces substances qui peuvent eux aussi, vu leur passé, leur contexte et leur personne, développer certaines dépendances par rapport aux psychotropes et aux antalgiques forts. Les pairs et les amis jouent un très grand rôle dans la dépendance, dans la première consommation et dans la dépendance. Les jeunes adolescents qui sont en cours de construction de leur personnalité et qui veulent s'affirmer, pour intégrer un groupe, ils font comme leurs amis. Ils se retrouvent obligés de faire comme les autres pour pouvoir intégrer le groupe. Les repères culturels. Dans certaines sociétés, il y a des repères culturels qui peuvent mener à ce que la dépendance soit minime ou qu'elle soit minime. L'interaction substance, individu et environnement. Là, c'est l'évolution qu'on a vue dernièrement du mode de consommation et du type de consommation, vu les changements dans notre société, changements culturels, changements économiques, la mise en place des autoroutes du Maroc, les résidents marocains à l'étranger qui vivent à l'étranger et qui rentrent au Maroc et qui ramènent leurs substances avec eux, ce qui a fait un phénomène d'acculturation de la société. Nos jeunes ne consomment plus rien que la cigarette, l'alcool ou le cannabis, mais se retrouvent à consommer les psychotropes avec tous les modes d'usage, aussi bien par voie orale que par voie inhalée. Ils consomment aussi la cocaïne avec tous les modes d'usage, que ce soit fumé, sniffé ou en freebase crack. L'héroïne aussi, qui devient dans la forme, le type de consommation par voie injectable devient de plus en plus prépondérant. Et je vous parlerai tout à l'heure de ce mode de consommation. Les comorbidités psychiatriques. Une personne dépendante, en général, on retrouve des comorbidités psychiatriques, des traits de personnalité. On retrouve certaines personnes qui ont, par exemple, un trouble de personnalité tel qu'une personnalité antisociale, borderline, qui sont toujours à la recherche de sensations fortes et qui sont dans des dimensions de transgression des lois et des repères, se retrouvent en contact avec les substances et deviennent dépendants. Les troubles thymiques, dont la dépression et les troubles bipolaires, se retrouvent aussi en codépendance, se retrouvent en comorbidité avec la dépendance, les troubles anxieux aussi. Et je citerai l'exemple le plus fréquent, c'est l'exemple de la phobie sociale. C'est les jeunes adolescents qui ont un manque d'affirmation de soi, une phobie sociale, qui n'arrivent pas à affronter le groupe, à intégrer le groupe, à s'affirmer, se retrouvent à prendre des psychotropes pour justement être désinhibés et pouvoir être en groupe et mieux communiquer. Les relations familiales et les carences affectives. De par mon expérience au centre
d'addictologie, on voit de plus en plus de jeunes orphelins qui vivent dans des orphelinats et qui ont beaucoup de carences affectives. Plaisir et addiction. Nous sommes tous nés à être dépendants. Dépendants à des substances, à un comportement, ou carrément dépendants à une personne. En général, on voit certains couples qui ne fonctionnent pas et qui restent tout le temps ensemble. C'est qu'il y a une dépendance, soit que la femme est dépendante du mari ou que le mari est dépendant à la femme. Pourquoi on est tous nés à être prêts à être dépendants? Parce que justement, on a des récepteurs au niveau de notre cerveau, on a des récepteurs naturels qui sont destinés à des neuromédiateurs naturels et qui peuvent être ces récepteurs peuvent recevoir les différentes drogues. Et là, je vous donnerai l'exemple. Donc, comme vous voyez ici, nous avons des récepteurs naturels, des récepteurs nicotiniques qui reçoivent l'acétylcholine, des récepteurs cannabinoïdes, les CB1, qui reçoivent des endocannabinoïdes naturels et qui peuvent recevoir également le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif du cannabis. Là, c'est le récepteur du GABA, qui est également récepteur de l'alcool. Le GABA, c'est un agent anxiolytique, neuromédiateur anxiolytique naturel. Là, c'est des récepteurs morphiniques qui reçoivent l'endorphine, parce que nous avons des endorphines naturelles, et qui peuvent recevoir également de la morphine, les opiacés et les dérivés opiacés. Comme vous voyez ici, quand il y a fixation du neuromédiateur au niveau du récepteur, nous avons une libération du neurotransmetteur qui est impliqué dans la dépendance. C'est la dopamine. Et là, comme vous voyez, nous avons le tabac qui est fixé à ses récepteurs nicotiniques, le cannabis qui est fixé à ses récepteurs CB1, l'alcool qui est fixé au niveau des récepteurs GABA, l'héroïne qui est fixée à ses récepteurs morphiniques, sauf qu'après fixation de ces substances au niveau des récepteurs cérébraux, nous avons libération par le neurone au niveau de la fente synaptique de la dopamine, et vous voyez ici qu'il y a une libération exagérée de la dopamine qui donne une sensation de bien-être. Là, je vous cite les différents éléments cérébraux qui sont impliqués dans le système de récompense, le système de plaisir dopaminergique qui est impliqué dans la dépendance. Le pivot de ce système de récompense est l'aire tegmentale ventrale. Cette aire tegmentale ventrale, elle a des récepteurs au niveau, elle comporte des récepteurs pour toutes les drogues. Et elle envoie des ramifications dopaminergiques vers les structures impliquées dans ce système de récompense, qui sont le cortex préfrontal, qui est impliqué dans la motivation de la personne, le noyau accumbens, qui est l'hypothalamus, qui est impliqué, l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire, l'amygdale qui est impliquée dans les émotions, la sensation de peur, de tristesse, les émotions en général. Et donc, après fixation des drogues au niveau des récepteurs au niveau de l'aire tegmentale ventrale, on a un déclenchement de cette voie dopaminergique et une sensation de plaisir. Les addictions comportementales. Quels sont les différents types d'addictions comportementales? Les addictions à la nourriture. Les troubles du comportement alimentaire font partie actuellement des addictions. Plus précisément, la boulimie. L'addiction au sexe. Et je citerai l'exemple qui a fait tabac ces dernières
semaine au niveau de la télé française, je citerai l'exemple de DSK, de Dominique Strauss-Kahn, il doit avoir un problème d'addiction, de problème compulsif au sexe. L'addiction au sport pour les personnes qui font du sport au-delà de 8 heures par semaine de sport, l'addiction aux jeux, que ce soit les jeux lucratifs ou les jeux non lucratifs tels que les jeux à Internet, les jeux vidéo, les addictions aux achats, c'est des compulsions aux achats, les addictions au travail, à la recherche, les addictions artistiques, des idéaux politiques et religieux qui peuvent être des addicts à ces comportements. Les modalités de consommation des substances sont différentes. On retrouve l'usage à risque, l'usage nocif et la dépendance. L'usage, c'est la consommation d'une substance qui peut être une consommation récréative, festive, et qui ne donne pas d'effets secondaires, de conséquences ou d'effets néfastes. L'usage à risque, c'est l'usage qui avec des risques. Et ces risques, et là on peut parler de deux types de risques. De risques situationnels, tel l'exemple de la personne qui est dans une fête, une soirée, qui consomme de l'alcool, et en fin de soirée, elle prend son volant. Là, c'est une situation à risque, aussi bien pour elle que pour l'entourage. Elle peut faire un accident, elle peut se tuer et tuer d'autres personnes. Le risque de la femme enceinte qui consomme et qui peut avoir des conséquences sur son bébé avec des malformations ou carrément avec une probabilité élevée d'avoir des dépendances, qu'il ait une dépendance lui aussi. Le risque quantitatif concernant la dose prise, plus les doses augmentent, plus le risque est élevé. Et on a tous vu dans des films ou entendu parler de personnes qui ont consommé à des doses élevées de la cocaïne ou d'autres substances et qui ont fait des overdoses et qui sont décédées à cause de ça. L'usage nocif ou l'abus. L'usage nocif, c'est la consommation de drogue avec des conséquences sur le fonctionnement de la personne, que ce soit au niveau de son travail, au niveau de sa famille, et qui peut avoir des conséquences cliniques, des conséquences cliniquement significatives sur le plan organique de la personne. L'usage à risque et l'usage nocif évoluent en général vers une dépendance. La dépendance, une personne dépendante, comment on peut la décrire? C'est une personne qui consomme, qui a été en premier contact avec une substance, qui a développé un phénomène de tolérance et qui est dans la nécessité d'augmenter ses doses pour avoir une sensation de plaisir ou carrément juste pour soulager des signes de manque du produit. Cette personne, le seul point d'intérêt de cette personne est comment se procurer cette substance. Comment elle est cette personne? C'est une personne qui est irritable, qui est tendue juste avant la consommation ou avant d'effectuer le comportement. Elle présente une tension très très élevée. Au moment de la consommation, elle a un soulagement ou une sensation de plaisir. Après la consommation, elle a une sensation de culpabilité par rapport à cette prise. Les comorbidités psychiatriques, comme je l'ai dit tout à l'heure, les addictions pures font l'exception mais pas la règle, elles sont rares. Les troubles mentaux et les dépendances, on retrouve des troubles induits ou aggravés par l'usage. Des troubles qui précèdent la consommation, tels que les phobies sociales, tels que le manque d'affirmation de soi, tels qu'une dépression, une personne dépressive qui présente tous les éléments, tous les symptômes de la dépression, et vous les connaissez, et qui se retrouve en contact avec un joint, elle le consomme, elle a une sensation, elle se retrouve en paix, calme, moins triste, et donc c'est de l'automédication pour elle. Son traitement, c'est le cannabis et non aller consulter un spécialiste. Il y a des troubles qui coexistent avec l'usage, mais qui n'ont pas de lien de causalité, on ne retrouve pas de lien de causalité. Par contre, pour la schizophrénie et le trouble bipolaire,
il y a un lien de causalité entre les deux. Comme l'a cité professeur Jean Constantin tout à l'heure, pour le cannabis, à long terme, avec une consommation chronique, ça peut donner des éléments psychotiques. Les troubles anxieux, la dépression, les troubles des conduites antisociales se retrouvent aussi en comorbidité avec la dépendance. En 2003-2006, au ministère de la Santé, ils ont fait une enquête nationale de prévalence des troubles mentaux et des toxicomanies. Après ces résultats, si vous voyez les chiffres, nous avons 2% d'abus d'alcool au Maroc, alors qu'on est un pays 1,4% de dépendance à l'alcool. Ce sont des chiffres qui ne diffèrent pas trop de ceux de l'Europe. 4% d'abus d'alcool, il n'y a pas une grande différence. Une prévalence de l'abus de substances est de 3%. Ces substances, elles peuvent être licites qu'illicites. Une prévalence de la dépendance aux substances est de 2,8%. De la dépendance, 2,8%. Soit c'est un usage problématique ou carrément un mésusage de traitement médicamenteux qui a été prescrit. Après cette enquête, il y a eu un signal d'alarme. Et donc, il y a eu un plan national, une stratégie nationale pour lutter contre ce fléau. En 2004, il y a eu la construction du centre médico-psychologique Hasnouna à Tanger. C'est un centre qui fait de la prévention primaire par rapport aux addictions, de la prévention secondaire qui est détecter l'usage précoce des addictions et orienter vers une prise en charge, et la prévention tertiaire qui est la réduction des risques. Et je citerai que le CMP Hasnouna comporte une unité de bas seuil pour les usagers de drogue injectables. Ce qui veut dire que les usagers de drogue injectables peuvent venir à ce centre pour soit prendre des douches, pour manger, pour se changer, pour passer la journée. C'est un centre de bas seuil et pour prendre leur traitement de substitution par rapport à l'héroïne. Le Centre national de référence pour le traitement et la recherche en toxicomanie de Rabat qui se trouve à Salé. Le centre d'addictologie de Casablanca qui a été construit en 2009 et il y a eu création de quelques centres. 7 nouveaux centres sont en voie de construction, dont 2, un à Oujda qui a démarré, un deuxième qui a été inauguré par Sa Majesté, un deuxième centre à Casablanca et un troisième centre à Rabat et qui fonctionne actuellement. En 2005, il y a eu une enquête Medspat pour la prévalence de l'usage de drogue dans la population des lycéens. Les chiffres sont très très alarmants. 21% d'usage d'alcool chez les jeunes de 15-17 ans, 14% de cannabis, 20% de psychotropes, 8,7% d'autres drogues qui comportent l'ecstasy, cocaïne, héroïne, substances volatiles, solvants volatiles. L'âge moyen d'initiation à la cigarette est de 14,2%. Et là, nous remarquons que le début devient de plus en plus précoce. Les jeunes démarrent leur première cigarette à l'âge de 11 ans et à 8 ans pour les enfants de la rue. L'âge moyen d'initiation à l'alcool, 15 ans. L'âge moyen d'initiation au cannabis, 15 ans. L'âge moyen d'initiation à la cocaïne, 15 ans. Aux psychotropes, 15 ans. Une autre étude de prévalence a été faite sur Casablanca, dans une population dont l'âge varie de 14-18 ans. Les chiffres ne sont pas très différents. 25% tabac, 16% pour l'usage de cannabis, 13% usage d'alcool, 6,7% de solvants volatiles. Ça, c'est un chiffre très très alarmant, vu que ces jeunes sont scolarisés, ce ne sont pas des enfants de la rue, et qui consomment les solvants volatiles. Pourquoi ? 1% d'héroïne. Parmi une centaine de jeunes scolarisés, une personne a consommé de l'héroïne.
2% la cocaïne, 2% l'ecstasy, 6% les psychotropes. La consommation, elle débute chez les jeunes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'évolution des consommations change du cannabis psychotrope vers la consommation d'alcool et de drogues injectables. Les Nations Unies, la section crimes et drogues avec laquelle on travaille en collaboration, a estimé qu'il y a 13 millions de nombre d'usagers d'opiacés, dont 70% seraient des usagers d'héroïne. Ça, en 2002. Suite à ça, le Maroc a fait une investigation, une évaluation rapide des risques VIH-Sida en rapport avec l'usage des drogues injectables. Cette enquête, elle a été faite au nord, menée auprès de à peu près 500 personnes. Les 2/3 de cette population sont des injecteurs. C'est des injecteurs et on retrouve un partage de seringues. Ce n'est pas des seringues individuelles. Ils partagent et qui dit partage de seringues dit dissémination des maladies VIH, SIDA, hépatite C. 14% de femmes. L'âge du premier usage d'héroïne se fait entre 12 et 18 ans pour 73% des personnes. 12 et 18 ans en contact avec l'héroïne. C'est très très jeune. Un quart de l'échantillon a commencé à utiliser le mode d'injection à partir de l'âge de 20-25 ans. De là, le ministère a établi une stratégie de lutte contre les addictions, dont la prévention primaire et là, il y a valorisation des ONG et travail collaboratif, soutien et aide par le ministère de la Santé, par l'Initiative nationale de droits de l'homme, par le Conseil de l'Europe, par le Fonds mondial, justement pour une prévention primaire, pour éviter le premier contact de nos jeunes avec la substance, pour éviter, si jamais il y a eu contact, éviter le passage de l'usage à la dépendance. La prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est la prise en charge à l'étape précoce, l'orientation vers des centres spécialisés, la réduction des risques liés aux drogues injectables. Et là, je détaillerai ça avec tout à l'heure en parlant de l'unité traitement de substitution sur Casablanca. La réduction des risques liés aux drogues injectables, c'est les traitements de substitution pour éviter qu'il y ait dissémination du VIH-Sida et de l'hépatite B et C. Là, je vais vous présenter le centre d'addictologie de Casablanca qui a été inauguré en 2009. C'est un service de 1200 mètres carrés construit sur trois étages qui regroupe plusieurs volets, dont le volet clinique, volet formation, volet recherche et volet associatif. Le volet clinique, c'est la prise en charge des patients addicts, mais qui sont consentants. C'est des personnes qu'on reçoit au centre, qui sont soit demandeuses de l'aide, soit qui sont ramenées par les familles. Et là, c'est notre travail, c'est le plus gros travail à faire, c'est justement pour les motiver à intégrer le centre, à intégrer une prise en charge psychothérapique. Nous accueillons toute personne en souffrance par rapport à l'usage de produits licites ou illicites ou carrément des dépendances des addictions comportementales. Ces personnes peuvent être en démarche d'abstinence ou pas. Le but, c'est justement de motiver cette personne à un éventuel arrêt. Ce qu'on fait avec eux, c'est une psychothérapie, c'est un travail motivationnel qui est établi sur plusieurs séances pour les ramener à décider d'arrêter et de changer leur comportement. La consultation, elle se fait par des psychiatres. Nous sommes 2 psychiatres attachés au centre, avec des médecins, quelques médecins généralistes qui sont bénévoles, qui viennent nous aider au centre, et une seule psychologue attachée, avec quelques psychologues bénévoles qui viennent nous aider. L'hospitalisation, elle se fait dans un cadre de sevrage. Bien sûr, on hospitalise le patient et ce patient bénéficie de séances d'ergothérapie, de sport, d'ateliers informatiques. Le sevrage peut être sélectif.
Un patient qui vient pour une co-addiction peut décider d'être hospitalisé et d'arrêter que le cannabis, que la cocaïne, que l'héroïne, et pas tout en même temps. Le sevrage peut être dégressif, tout dépend des patients. Mais pour l'hospitalisation, c'est un sevrage brutal par rapport aux substances. Bien sûr, l'hospitalisation se fait à la demande du patient. Plus ou moins, on préfère qu'il y ait un délai variable pour juger la motivation de cette personne, pour bien l'évaluer et pour justement que l'hospitalisation soit bénéfique pour cette personne. On signe un contrat thérapeutique avec cette personne, avec le patient, qui nous engage, nous, en tant que personnel de santé, et qui engage le patient à respecter les règles du centre. Les axes de travail en addictologie, il faut qu'il y ait un rapport collaboratif avec le patient. On ne juge pas le patient, on est empathique avec le patient, on comprend le patient, on se met dans sa situation, on est empathique, on comprend sa situation et on ne le juge pas. On fait un travail motivationnel avec lui, ce qui est le plus dur de cette prise en charge. On donne des informations, nous avons des dépliants, des flyers, des petits livrets sur les addictions, sur les substances, les effets et les méfaits. On informe le patient sur les situations à risque. S'il a envie de consommer de l'alcool, il n'a pas à être au volant. Si elle est enceinte, elle ne doit pas consommer. S'il s'injecte ou il consomme de la cocaïne, il n'a pas à avoir des rapports sexuels non protégés. Et il faut bien sûr, on explique aussi la rechute et les risques de rechute. On travaille aussi les problèmes relationnels et l'affirmation de soi avec ses patients. Nous avons des séances de thérapie d'affirmation de soi, des groupes d'affirmation de soi pour aider ces patients. On essaye de notre mieux de les aider sur les problèmes matériels et sociaux. Nous avons des patients qui ont des diplômes mais qui ne travaillent pas et qui n'arrivent pas à trouver un travail et qui s'adonnent au cannabis, à la cocaïne ou carrément à l'héroïne. On essaye de les aider à travers l'OFPPT pour justement qu'ils aient des formations professionnelles pour qu'ils puissent soit trouver un travail et s'intégrer, ou bien carrément leur trouver un travail. L'occupation du temps, le travail avec la famille, nous avons des groupes de parole pour les familles, les parents de personnes addictes. Nous faisons un travail cognitif et comportemental pour changer le style de vie de la personne, la thérapie, elle se fait soit une thérapie individuelle, soit une thérapie de groupe. Et je citerai l'exemple des groupes alcooliques anonymes, les groupes de parole, les groupes d'affirmation de soi. La rechute est la règle dans l'addiction. Le patient, il vient en pré-contemplation. C'est un patient qui est dépendant, mais qui a un déni du problème. Je ne suis pas malade, je n'ai pas un problème avec les drogues, j'arrête quand je veux. Je n'ai pas besoin d'un médecin. Là, le travail, c'est le faire passer, le basculer vers le stade contemplation. Le stade contemplation, il commence à réaliser qu'il a vraiment un problème et qu'il a besoin d'aide. La détermination, il commence à établir un plan et décide d'arrêter. Et là, il passe vers le stade action où il exécute son plan et il arrête. L'objectif, c'est de le maintenir dans ce stade, action, arrêt, sevrage. Et là, c'est un travail à long terme, c'est un travail, vu les risques environnementaux, la personne peut rechuter. Mais la rechute, ce n'est pas grave si la personne, elle rechute. L'essentiel, si elle rechute, c'est qu'elle réalise qu'elle a rechuté et qu'elle a besoin de réintégrer le processus thérapeutique et elle revient. Le volet recherche, c'est des recherches qu'on fait au niveau du centre, formation continue avec le diplôme universitaire d'addictologie. Le volet associatif, je citerai l'association dont je suis secrétaire générale, c'est l'association Nessim qui lutte contre prévention et lutte contre les addictions. C'est une association qui est très très présente sur le terrain. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, un travail sur le terrain pour investiguer les zones, les zones où on peut trouver des usagers de drogue injectables. Et dernièrement, on a pu établir une carte
une cartographie des usagers de drogue injectables, la cocaïne et l'héroïne, au niveau de, je citerai l'exemple de quelques quartiers au niveau de Casablanca, l'exemple du quartier CIL, le quartier Sbeta, quartier Hey Hassani, Ulfa et Drb Sultan al-Fida. C'est des zones où on retrouve des usagers de drogue injectables, l'héroïne et la cocaïne. Je citerai rapidement quelques chiffres sur le service. L'âge moyen des patients qu'on voit est de 28 ans. Si on remarque ici, maximum, c'est 72 ans. 10% sont des femmes. Nous avons 5 000 dossiers, 5 000 patients qui viennent régulièrement. En moyenne, nous faisons 300 consultations par mois, dans une centaine de nouveaux cas par mois, alors qu'on n'est que 2 personnes. Toutes substances confondues, aussi bien tabac jusqu'à l'héroïne, cocaïne, avec bien sûr une prédominance de cannabis et d'alcool. La méthadone. La méthadone, c'est un traitement de substitution aux opiacés. C'est une substitution vraie. Elle ne modifie pas les comportements de dépendance. La personne, elle développe une dépendance par rapport à cette substance. Mais elle change de comportement et c'est une dépendance qui s'inscrit dans la durée. La personne, elle démarre avec un dosage et avec le temps, on arrive avec cette personne, avec un travail collaboratif, avec une prise en charge psychothérapique, cognitivo-comportementale, on arrive soit à sevrer cette personne, soit à l'aider à diminuer, à dégraisser les doses. C'est un programme de réduction des risques par rapport au VIH, SIDA, hépatite B et C. La réduction des risques associés à la consommation, les personnes ne peuvent ou ne veulent pas s'arrêter. C'est des personnes qui ne veulent pas arrêter. Par contre, on peut voir des personnes qui veulent arrêter, carrément arrêter la prise d'héroïne. Et là, on propose soit l'hospitalisation, soit l'ambulatoire avec un traitement par rapport symptomatique, des antalgiques forts, mais bien sûr, et on revoit la personne régulièrement avec beaucoup de conseils et une prise en charge par notre psychologue. L'implantation de ce programme a été faite en juin 2010, c'est tout récent. Elle a été implantée à Casablanca, à Tanger et Rabat. Vu notre proximité avec des pays de forte prévalence de l'héroïne, de l'injection et du VIH, nous retrouvons l'héroïne au Maroc. Mobilité des usagers entre l'Europe et le Maroc pour les résidents marocains à l'étranger. Nous avons une faiblesse des connaissances prévention VIH chez les usagers. C'est pour ça que nous organisons des groupes d'autosupport une fois par semaine pour ces patients, justement pour qu'il n'y ait pas dissémination et pour les sensibiliser par rapport au risque de leur consommation. Et nous avons réalisé qu'il y a une faible diffusion des outils de prévention au Maroc et c'est là le rôle des ONG, de nous en tant qu'addictologues et de vous, pharmaciens. Je vais demander à Dr Soundous. Rapidement, je dois le terminer. Les objectifs du programme, c'est... Bon, je passerai sur ça. Bon, ça c'est le centre. C'est l'unité d'hospitalisation, la salle de sport, la salle d'informatique. Ça c'est l'unité méthadone où nous leur donnons la méthadone. Ça c'est le coffre-fort de la méthadone. Pharmacien d'officine et addiction. Pourquoi travailler en collaboration? Justement, c'est pour repérer les addictions. Comment on peut repérer ces addictions? Le patient, il vient régulièrement, il vient avec des ordonnances variées, avec des dates très très rapprochées, avec des cachets de médecins qui diffèrent. Ce n'est pas le même médecin qui donne la même ordonnance, et avec le même traitement. Ça, c'est un signal d'alarme. On souhaiterait qu'il y ait une amélioration de la communication avec la personne, des pharmaciens d'officine, avec la personne dépendante, que cette personne soit empathique, qu'elle ne juge pas le patient pour justement ne pas le stigmatiser, pour qu'il puisse revenir, pour le retenir. Le pharmacien peut être identifié en tant qu'acteur de la prévention et du sevrage. Comment? Pour sensibiliser par rapport au premier contact avec les drogues. Le pharmacien d'officine vu sa position, se retrouve en première ligne en face des personnes addictes. Il peut sensibiliser par rapport au premier contact et peut orienter cette personne vers des structures spécialisées. La promotion du bon usage des médicaments, pas de délivrance d'antalgiques, d'anxiolytiques et d'antalgiques forts sans ordonnance. L'écoute est importante pour la prise en charge de ces patients. Dans la région du Grand Casablanca, nous avons 1147 officines. Si un pharmacien sensibilise en moyenne, c'est très peu, 10 patients par jour par officine, nous aurons
11 470 personnes sensibilisées par rapport aux drogues par jour. Et là, c'est un souhait de travail en collaboration entre nous, addictologues, et vous, pharmaciens d'officine, justement pour... et les pistes de collaboration peuvent être dans un cadre de formation avancée sur les drogues, effets et méfaits, sur la formation sur l'écoute et l'approche psychomédico-sociale des addictions, la notion sur la prise en charge en addictologie, et vous êtes vous êtes priés à venir visiter le centre, les centres d'addictologie. Nous sommes ouverts à toute demande. Et merci. Merci, Dr Soundouz Tekri, pour cette brillante exposé sur la situation de l'addictologie au Maroc, les addictions au Maroc, et en particulier ce que vous faites au niveau de votre centre d'addictologie au Maroc, à Casablanca. Vos recommandations ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, parce qu'effectivement, ce que l'on recherche, c'est vraiment une collaboration avec toutes les personnes qui s'impliquent dans cette lutte contre les addictions, parce qu'effectivement, au niveau de nos officines, nous voyons beaucoup d'ordonnances défiler, où il y a beaucoup de psychotropes, tout type de psychotropes, des ordonnances qui peuvent émaner aussi bien du secteur public que du secteur privé, de spécialistes ou de généralistes, et dont la prescription n'est pas juste de ces anxiolytiques ou de ces psychotropes n'est pas justifiée, étant donné les personnes que l'on voit se présenter chez nous avec ces ordonnances. Donc j'espère qu'on va beaucoup collaborer dans ce sens-là pour essayer de lutter autant que l'on peut contre ces addictions. Maintenant, je demande à la salle qui voudrait prendre les interventions de la salle, qui voudrait s'inscrire pour poser des questions, aussi bien à professeur Jean Constantin qu'à Dr Soundouz Tekri. Dr Jana, professeur Jana. Quelqu'un d'autre voudrait s'inscrire? Non? Bon, je prends les deux premières questions.